Pas vendredi 5 février, justement. Bonjour tout le monde. Freitag. Oui, Freitag. Ah bah tiens, Freitag. Oui, Freitag. Et on a beaucoup de monde aujourd'hui avec nous, Thomas. Allez, donne-moi les noms, donne-moi les noms. Oui, il est content, Bosco, il est content, Thomas Bosc, d'être avec nous, le joueur des Dragons catalans. À côté de lui, il y a Stéphanie Braz, elle est présidente de Toulouse Ovalie 13. Au milieu, c'est Patrick Chevalier. Les réalisateurs, à côté, vous ne le connaissez pas, c'est normal. Ça, Philippe Saint-André est parmi nous pendant 1 heure. Et Sonia Zagdoudi, elle est entraîneur et joueuse de l'équipe de Toulouse Ovalie 13. Bah oui, parce qu'on parle Ovalie et sport féminin aujourd'hui. Eh bah oui, exactement. Et c'est parti pour le sommaire. Comme ça, on peut faire venir ce beau monde sur le plateau. Entraîneur, mais côté joueur, c'était pas vraiment ça sur le terrain. Rien ou presque jusqu'à la tête de Bayassal à la 73e, sur un coup franc de Coad. Tiens, 2 des joueurs avertis par Galtier la semaine dernière. Coach Courbis devrait peut-être piquer l'idée, non? Barcelone avait montré la voie mercredi soir, Séville a fait, bon allez, presque pareil. Pas 7, mais 4 buts, c'est pas mal du tout. Surtout avec un doublé de Gamero, c'est surtout plutôt confortable pour envisager sereinement le match retour et la qualification en finale. Souvenez-vous, Raphaël Poiré, les plus belles heures du biathlon français avant cet homme-là, Martin Fourcade. Un nouveau 10 sur 10 hier à Cannes-Mort lui offre une 45e victoire, la promesse d'un nouveau globe de cristal et la possibilité d'effacer Poiré des tablettes. Nouveau départ pour le 15 de France, Guy Novès a fait le choix de la jeunesse et du renouveau pour faire oublier cette satanée Coupe du Monde. En 13 aussi, on sonne le renouveau, les Dragons catalans sont prêts à cracher le feu avec leur nouvelle recrue aux accents australiens et anglais. Premier test ce soir à Wigan. Duel de meneurs cette nuit entre Lillard et Laurie. Résultat, on a compris pourquoi Laurie est All-Star Game et pas Lillard. Et pendant ce temps, Kobe monte tranquillement en puissance. Yes, baby! Et quel temps fait-il aujourd'hui? La France est coupée en deux, Mariella. Exactement. Oui, non, mais c'est bien si tu vis en bas, en fait, donc dans la moitié plus bas. Les températures, bah oui, ça remonte gentiment, c'est pas plus mal parce qu'il y a ma mère qui arrive cet après-midi et comme elle vient du sud, bah elle sera contente. Voilà, ça c'est dit. Vous n'avez parlé que votre maman, quand est-ce que vous parlez de vos enfants? Ah, attends, après. Oui. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour. Bonjour. Thomas, Philippe. Bonjour. D'habitude, c'est Ladies First, mais elles jouent avec des crampons de 14 ou 16 mm. Là, elles sont venues avec des crampons de 120. Sonia Zagdoudi, voilà. On est dans la classe. Magnifique. Vous allez bien? Très bien, très bien. Nous, pas vraiment. C'était d'une faiblesse rare, techniquement, hier, le foot. Alors, on va y aller brièvement, Mariella. Oui, vite fait, 24e journée, c'était le dernier match qui se jouait entre Rennes et Saint-Étienne. Alors, il faut quand même dire que les Verts ne se sont plus imposés sur la pelouse René depuis décembre 2005. Ah bah oui, tout de même. Et en plus, c'était donc une victoire hier, la première à l'extérieur depuis le 23 septembre dernier. On regarde le but, le seul, l'unique, mais oui. Il est inscrit à la 73e minute par Moustapha Bayassal. C'est son 2e but de la saison. Et donc, cette victoire permet à Saint-Étienne de prendre la 5e place devant Caen et de revenir à 3 points du podium. Alors, Bayassal, heureux? On est heureux ce soir, on est content parce que depuis Lyon, on n'arrive pas à gagner et ça fait longtemps aussi, on ne trouve pas notre jeu et par rapport à la saison passée. Et là, depuis contre Paris, on commence à avoir un peu de confiance à nous et on commence à prendre du plaisir. Voilà, ce soir, le coach nous a dit de prendre beaucoup de plaisir et qu'on soit déterminé, voilà, qu'on donne plus d'envie que les Rennais. Voilà, c'est fait et on était sérieux jusqu'au bout. Incidence au classement. La SSE grimpe à la 5e place. Rennes, seulement 14 points à domicile en 12 matchs au Roazhon Park. L'idée d'une place européenne est assez compromise. Les Rennais sont 9e. On vous offre la 2e partie de classement parce que demain, dans le multi, ça va bouger bien évidemment. Pour Caen-Reims notamment, pour Gazélec-Guingamp. Avant ça, à 14h, il y a un Monaco qui est dauphin sans forcer face à Nice. Le 2e contre le 3e. Et puis Bastia-Estac. Après Jean-Marc Furlan, 2e entraîneur remercié dans la saison, jamais 203. Là, c'est le cas de le dire pour les Stacks. Moins de 2 mois après sa nomination, Claude Robin. Remercié après ce bouillon 4-0 contre Guingamp. Le nouveau coach sera annoncé au plus tard début mars. Et en Ligue 2, a priori, 70% de l'effectif sera renouvelé.
Bah justement, en parlant de Ligue 2, vite fait, un petit coup d'œil sur ce programme de la 25e journée. Mais oui, Clermont reste sur 5 victoires consécutives à domicile. Ils reçoivent Auxerre qui reste sur une belle victoire face à Évian après avoir chuté face à Nîmes. Nîmes, justement, est descendu à nouveau à la 19e place cette semaine. Ils reçoivent Niort. Le Red Star, 4e, va aussi jouer à l'extérieur. Il reste sur 10 matchs sans défaite et ça sera face à Sochaux. Voilà donc les 9 matchs aujourd'hui, dont ce fameux derby lorrain dont Robert Maim nous parlera tout à l'heure. Il vient de nous faire un petit coucou sur le plateau. Et il a hâte, ça sera à 19h15 qu'il prendra l'antenne avec Samuel Olivier. Voilà. Sympathique. Allez, on parle au rugby. À 15 d'abord, puis à 13, avec un sacré invité. Merci Philippe Saint-André d'avoir répondu à l'appel de Clara Paban. C'est toujours un plaisir d'être là. En plus, la dernière fois, elle m'avait fait danser, donc je m'attends à tout. Ici. Mais tu ne sais pas encore ce que je te réservais. Si vous allez faire que vous marrer pendant une demi-heure, on va voir. Voilà. On rappelle que vous avez été joueur. Voilà votre carrière quand même, hein, dans le rétro. Une sacrée belle carrière avec une 3e place en Coupe du Monde en 95. Un tournoi des 5 nations. Bah oui, vous êtes aussi vieux que ça, Philippe, désolé. Remporté en 93. 34 fois capitaine de cette équipe de France. Il a joué à Clermont, évidemment. Il connaît Merluche, Olivier Merle. Il a joué à Gloucester. Et puis ça a été un top manager à Sel, sacré meilleur entraîneur d'Angleterre en 2006. Puis au RCT, répond à l'appel de Mourad Bouljelal et le 15 de France pendant 4 ans. Et puis là, à ma famille, à Patricia, ma femme, à mon papa Serge, à ma mère Brigitte, à mon frère Raphaël, Saint-André qui ne prend plus place à la place des apôtres, à mes enfants qui comprendront un jour, mais vous n'êtes pas autant une personne à non grata, Philippe. Oui, je ne pleure pas. Oh, mais bon, le début, c'est dur. Vous êtes dans la cale. T'as des larmes? Non. Il est ému. Le début, c'est dur. Non, c'est pas dur. Après, c'est un peu plus optimiste. C'est beau, c'est imagé. Ah, C'est beau, c'est imagé. J'espère. Écoutez, je vous propose quand même d'appeler Clara Paban. Elle va nous rappeler quand même que vous avez été un sacré joueur et plutôt un bon trublion. Clara Paban, éclairage. Bonjour Philippe, mon petit goré. Alors vous êtes quelqu'un qui mange du saucisson quand il est stressé. Est-ce que vous n'auriez pas pris un petit peu de poids durant votre mandat de sélectionneur? Oui. Alors vous habitez la Cadière d'Azur et il paraît que c'est anti-stress de vivre là-bas. Alors j'explique pour ceux qui ne connaissent pas, la Cadière d'Azur, c'est la balade des Toulonnais le dimanche, c'est-à-dire qu'on monte au village, on prend une photo, on mange une crêpe, on achète 2 savonnettes et on redescend. Bon, il ne s'est rien passé en fait. Et on boit du rosé. Ah, Ça, c'est vous avec qui le dites. modération. Avec modération. Ouais. Alors, je vais vous rappeler des petits souvenirs qui vont vous déstresser. Ça n'a pas toujours été facile avec vos coéquipiers. Coupe du Monde 95, en Afrique du Sud, vous décidez de vous raser la tête et vous êtes le premier qui doit aller chez le coiffeur. Oui, c'est vrai. Vous sortez tête rasée et là, vos coéquipiers disent « Ah ben non, finalement, on va garder les cheveux. Voilà, mais Heureusement qu'ils ne vous ont pas lâché parce que vous avez eu un petit moment de grande solitude. regarde comme on était beau, regarde. Magnifique, vous êtes en bas à gauche, je précise. J'étais quand même le premier, et puis il faut voir comme Aubin Weber, qui avait des cheveux longs jusque-là. Quand même, ils ont Vous avez deviné que c'est lui, Matt Top. Voilà. C'est une grande année 95. Ça fait 7 ans que la France ne parvient pas à battre les Anglais. Et puis les Anglais, ils sont un petit peu chambreurs, donc ils vous serrent la main et vous dites good game, good game, good game. Le terrible good game de Will Et Carden. là, exact. Et là, on est donc sur la petite finale et vous n'allez pas la lâcher. Vous la gagnez 19-9 et vous n'allez pas vous gêner. Vous allez saluer les Anglais par un good game. Et comme ils sont assez fair-play, ils ont décidé de vous inviter après le match. Alors, chaque adversaire a invité le poste équivalent jusqu'au bout de la nuit. C'est ça. Et on s'est terminé à coups de mayonnaise. Ouais, ça fait une 3e mi-temps d'un autre monde, c'est vrai. Exactement. À la C'est mayonnaise, c'est intéressant. À la mayonnaise, au ketchup et surtout à la bière. C'était pour nettoyer la bière. Et c'était pas votre première fois. Il y a eu aussi l'Argentine en 1992. Vous êtes en tournée avec l'équipe de France. Il y a 2 matchs dans la semaine, un le mercredi, un le samedi. Vous n'avez pas le droit de sortir le mercredi. Vous, qu'est-ce que vous faites? Je décide. Vous sortez, évidemment. Et Pierre Berbizier, il s'en aperçoit parce qu'il voit qu'il y a les clés qui sont restées à la réception. Il a les nerfs et il va vous chercher dans tous les bars de la ville. Il finit par vous trouver, il arrive, il vous regarde méchamment et puis il repart. Alors là, qu'est-ce que vous vous dites? Puisqu'on s'est fait attraper, on va rester jusqu'au bout de la nuit. Surtout, voilà, on était 4-5, il est Il y avait arrivé. une belle équipe. Et il dit au barman, va à Matar, je vais les tuer demain. Donc, Alors, le lendemain, comment ça s'est passé? Il y a eu un petit entraînement, vous pensez que tout se déroule bien, vous partez et hop, Berbizier, il rappelle les dissipés. Les dissipés, c'est Tordo, c'est Moscato, c'est vous, c'est Laurent Cabane. Et là, vous attaquez les travaux d'Hercule. Pompe, course à fond de 400 mètres, série d'abdos interminable, Tordo qui vomit sa bière qu'il a un peu trop pris la veille. Vous en pouvez plus. Et est-ce que ça vous a servi de leçon? ça nous a servi de leçon parce qu'on a gagné les 2 tests. Mais ce qui m'a impressionné, c'est que Pierre Berbizier
l'avait fait avec nous et il nous avait tous mis à l'amende. Donc, Alors, j'ai le- l'entraîneur, en rugby. voilà, l'entraîneur le plus affûté que ses joueurs. J'ai une petite question. Vous qui avez été sélectionneur, comment vous avez géré les cas comme ça? Ben, moi, c'était comme j'étais moins affûté que mes joueurs, donc c'était Julien Deloire qui s'en occupait. Très bien. Bon, écoutez, merci, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Tu es bien informé. Hein. Bravo Clara, merci beaucoup. Ils n'avaient plus le droit de faire des troisièmes mi-temps ou pas autant. Pas autant. Les filles, attends, vous aussi, vous en faites les troisièmes mi-temps? Bien sûr. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ah, oh là Ouais, là, je me suis Sonia, mordue, ça moi. veut dire grand-chose, ça. Bon, vous êtes sympa avec cet inventaire. Vous videz un peu votre sac et puis vous aidez Guinoves. Alors là, vous êtes vraiment sympa. Disons que j'avais envie, après la Coupe du Monde, il y a tellement de choses qui ont été dites, de le dire avec mes mots, de revenir aussi sur plein d'anecdotes croustillantes quand j'étais joueur, et puis surtout d'essayer de donner des directions sur que l'équipe de France redevienne la priorité du rugby français. Donc voilà. Est-ce que vous avez eu le temps de parler avec Guinoves en direct, justement, pour lui en parler? J'ai parlé un petit peu avec lui. Je lui ai surtout souhaité bonne chance la semaine dernière. Après, sincèrement, je ne vais pas commenter ses sélections. On a assez commenté les miennes pendant 4 ans. Voilà, je suis comme des millions de supporters. Je vais être à 200% derrière cette équipe de France samedi dans ce tournoi destination. Bonne chance, mon pote. Vous parlez d'affect. Vous dites la première erreur dans mon mandat de 4 ans, c'est la première. J'ai voulu filer un jubilé à quelques joueurs en 2012. J'aurais dû aller chercher des jeunes d'entrée de jeu. Oui, parce que tu t'aperçois que 4 ans, on a l'impression que c'est long, mais c'est en nombre de matchs, c'est une saison de top 14. Donc c'est très, très rapide. Et c'est vrai qu'en 2012, j'avais l'impression que les finalistes de 2011 devaient faire un dernier tour de piste. Et j'ai sûrement commis une erreur. J'aurais dû rentrer beaucoup plus de jeunes. Bon, il y avait des joueurs comme Wesley Fofana, Maestri qui sont rentrés dans ce premier tournoi, mais j'aurais dû en jeter beaucoup plus, ce que Guy Noves est en train de faire dès ce premier tournoi destination. On va regarder sa composition, justement. Il est sur un objectif de 4 ans jusqu'à 2019 au Japon. Il y a 4 vrais nouveaux. Philippe Gédrasiak, le Clermontois en deuxième ligne. On a Gardi Chouli, qui est le seul trentenaire. Et on va voir aussi les nouveaux. La première ligne, c'est celle du mondial, c'est la vôtre. Bézi, Plisson. Voilà, Bézi fait partie des nouveaux. Jonathan Danty. Et puis, alors là, on tente le coup avec un joueur de rugby à 7, en l'occurrence Vakatawa. Votre impression sur cette équipe? Les joueurs en bleu sont les joueurs qui n'étaient pas avec vous. Bonneval était encore blessé, bien évidemment, par exemple. Oui, enfin, Ficou était dans le groupe de la Coupe du Monde, même s'il n'était pas titulaire. Disons que ce que je dis, je n'ai pas envie de commenter cette équipe qui est magnifique, qui est belle, en plus avec beaucoup de talent. Par contre, on rentre vraiment dans l'histoire du rugby français avec Vakatawa, le premier salarié de la Fédération française de rugby qui est titulaire en équipe de France. Sonia Stéphanie, présidente, entraîneur, dans le sens inverse. On a entendu des volets de bois vert sur PSA. C'est de la faute de PSA si le rugby français est nul. C'est pas si simple que ça d'être entraîneur. C'est pas si simple que ça, oui. C'est difficile, il faut faire des choix et il faut les assumer. Voilà, il faut les assumer. Mais après, c'est plus simple quand tu gagnes. Quand tu gagnes, il n'y a jamais de problème. Ah oui, quand tu gagnes, tout va bien. Tout va bien. Mais justement, le fait d'avouer, faute avouée, à moitié pardonnée, aujourd'hui, tu as l'impression peut-être que les Français sont plus indulgents, c'est déjà oublié. Mais non, après, la roue tourne et la vie continue. Et puis, je reste, et dans ce livre, je reste un amoureux de ce sport. Par contre, le rugby professionnel a évolué énormément. Des pays se sont adaptés. Et je pense, et j'ai vraiment l'impression que nous, on ne s'est pas adapté à ce nouveau rugby professionnel au niveau international. Je ne parle pas au niveau des clubs. J'ai cru que vous alliez vous adapter à Franck Ribéry. La roue tourne, retourna. Ça va. Vous êtes plus offensif dans le bouquin que sur le terrain, Philippe. J'ai quand même marqué 32 essais, donc je marquais pas mal d'essais. J'étais offensif en tant que joueur. En tant que coach, là. Il n'y a que le coach dans le bouquin. Non, en tant que coach, pour être honnête, on a marqué beaucoup d'essais, mais contre des nations de notre niveau ou en dessous. Par contre, et ça, il faut l'accepter, et je n'ai pas trouvé les solutions, moi, en tant qu'entraîneur. Dès qu'on a joué une des 4 meilleures nations mondiales,
eh ben, on a été en difficulté. Et on a été en difficulté non pas que pendant la Coupe du Monde, mais pendant les 4 dernières années. Il vient de dire quelque chose, Thomas, Philippe Saint-André. Notre niveau, le classement IRB, c'est la 7e place. Il faut qu'on redescende d'un piédestal, même en rugby à 15, et s'apercevoir qu'on n'est plus top 4, top 5 mondial. C'est beaucoup. Je pense que c'est... Si le classement le dit, je pense qu'ils sont à leur place. Mais après, avec la qualité qu'il y a dans cette équipe, quand on voit le groupe qu'il y a, je pense qu'il y a de quoi arriver dans le top 4 et être, je pense, meilleur que les Argentins. Ouais. Des petits comptes sont réglés. Boudjelal, vous voulez au RCT, parle trop fort à votre goût, se mue un peu en expert. Non, mais Boudjelal, je l'adore. J'ai entraîné avec lui, on connaît ses bonnes phrases. J'ai essayé de faire un petit peu du Boudjelal dans le livre, tout en sachant que... Je remercie Vanessa Gladon qui a trouvé une image où vous vous tournez le dos. Ouais, tout en sachant qu'il est bien plus fort que moi, mais je crois qu'au contraire, il va rire. Puis en plus, je fais la promo de son livre dedans, donc sincèrement... Voilà. Ah bah d'accord, donc un autre petit tac de sa part et ça va c'est que du positif. L'œil rieur. Alors, les footeux avaient la taupe, vous aussi, vous en avez trouvé une. Maxime Mermoz donne la composition de France-Angleterre en 2014. Je lis le bouquin, je me dis, mais en quoi ça change grand-chose? Franchement, c'est pas un joueur qui va tout changer. Vous dites non, il n'y a pas de conséquences notoires, mais si on me trahit, alors là... Disons que dans un sport collectif, quand on met des règles, on les respecte. Après, je pense que vraiment, c'est une erreur de jeunesse. En plus, il est dans le groupe des 23 demain et j'espère qu'il va rentrer, qu'il va faire un grand match. Je crois que voilà, c'est une erreur de jeunesse et je lui souhaite énormément de réussite et de bonheur avec son club et avec l'équipe de France. Mais après, quand tu es patron, on met des règles et on doit respecter ces règles-là. Sonia est drôlement d'accord avec ce propos. Moi, je suis très, très partisante de cet état d'esprit. Je pense qu'il faut vous des aimez règles. comment il a enrobé sa réponse, là? Non, mais là, il correct faut de la discipline dans un sport collectif. Sinon, ça part dans tous les sens. Et puis, Encore plus chez les filles? encore plus chez les filles, je pense. Beaucoup de rigueur et de discipline. Non, mais voilà. En plus, quand on part en tournée ou quand on part dans une Coupe du Monde pendant 3 mois, si c'est l'anarchie complète, si le mec il arrive au petit déjeuner à 11h, si on a un entraînement à 10h, que le mec arrive à 10h30, on doit mettre des règles qui doivent être respectées par tout le monde. En plus, très souvent, il y a des joueurs leaders et des tauliers qui font respecter ça. Mais à un moment donné, celui qui sort des lignes blanches, il doit être sanctionné, point final. Après, Le ketchup, la mayo, c'est bon, mais pas... Non, mais c'est... Voilà. C'est comme vous. Imaginez, tous les matins, vous arrivez avec un sourire. Si tu arrives à 9h30 et l'émission est à 9h, ça va mal se passer. T'es bien couché, t'es couché, voilà. C'est bon, t'es couché, il faut se lever demain. Tout le monde dit on a pris une déculottée, une branlée contre les Blacks. Très honnêtement, la Coupe du Monde, elle est perdue contre l'Irlande. Ah, là, tu as lu le livre. Je vois que tu as lu. Non, j'ai regardé le match surtout. Attends, il a voulu. Mais bien sûr, pourquoi l'Irlande? Parce qu'on vient de faire une belle préparation depuis le 5 juillet. On vient de gagner 5 matchs d'affilée. On est déjà qualifié. On joue pour la première place de la poule. Et si on gagne l'Irlande, on joue l'Argentine en quart de finale. Et là, on n'a aucune excuse. Et contre l'Irlande, on a été pris sur nos points forts en plus. Pris au niveau de la conquête, touche, mêlée, pris dans les zones de ruck. C'est ça que je ne comprends pas, Philippe. C'est ça que je comprends pas depuis un moment. Pris dans l'agressivité. Et même si on a survécu jusqu'à la 69e, 70e minute, on n'a rien eu à becter. On a eu peu de ballons et on a été dominé. C'est ça que je n'ai pas compris pendant des années. Je dis ça comme un supporter, mais vous dites on a été pris dans nos points forts, la conquête. Est-ce que justement, l'équipe de France a pas un peu plus de talent avec le ballon et on n'aurait pas pu produire un peu plus de jeu? Vous dites dans le bouquin, Sexton blessé, coup du sort. On a quelques photos. Si vous me dites qu'il n'y a pas un plan anti-Sexton, alors là, vous me bluffez. Il y avait l'idée de découper le 10 quand même. Il y avait l'idée de découper des Irlandais. On avait envie, quand c'est un match de très haut niveau, il y a eu beaucoup de combats. Mais le problème du rugby, c'est que pour pouvoir l'utiliser, il faut l'avoir. Et le problème contre ces Irlandais, on a eu très peu de ballons. Et donc, quand tu passes 70% du temps à défendre, et tu regardes, les statistiques sont incroyables. Tu peux être courageux, etc. Mais si tu n'as pas le ballon, et surtout en deuxième mi-temps, 3-4 fois, on a des situations où on va dans leur camp pour vraiment avoir des temps forts, et on se fait voler le ballon en touche, on perd le ballon dans une zone de ruck, et bien après, c'est compliqué. C'est compliqué, voilà. J'aimerais bien l'avis des 13istes, c'est un jeu basé sur la physicalité.
On s'est embêté menu, pour ne pas dire l'autre mot, pendant un moment. Philippe dit c'est pas l'équipe de France qui joue de façon stigmatisée, mais les joueurs sont biberonnés au jeu basique du top 14. Vous en pensez quoi de ça? Je pense qu'il faut remettre les choses à leur place aussi. Comme dit Philippe, je pense que c'est tout d'abord le... J'ai jamais joué au rugby à 15 ou quoi que ce soit, mais je sais que c'est un travail où si tu n'es pas bon dans la conquête, déjà, à mon avis, tu auras beaucoup de mal à gagner un match, même si tu as d'énormes qualités. Et à partir de là, je pense qu'il faut que tu sois bon là-dedans. Et après, je pense que ça viendra, la confiance viendra. Et je pense que tu arriveras à te libérer un petit peu plus, à avoir un peu moins de fautes, un peu plus de discipline. Et je pense que c'est quand même... Imaginez le mal de tête pour un homme qui était habitué à leur passer 40 grains quand il était joueur aux Irlandais. Oui, mais c'est aussi pour ça que je dis on a des problèmes dans notre structure. Moi, j'ai joué les Irlandais. Pendant 8 ans, on les a gagnés. Quand le rugby est passé professionnel, tout le monde a dit pourquoi le 6 Nations va exister. Ça sera que la France et l'Angleterre qui vont faire les grands chelems. Les autres ne vont pas être invités. Parce qu'on a l'Angleterre et la France, on a un potentiel licencié bien au-dessus des autres, on a un potentiel financier bien au-dessus des autres. Et pourtant, depuis 8-9 ans, c'est les Gallois et les Irlandais qui gagnent plus le tournoi des 6 Nations que nous. Donc il faut aussi se poser des questions sur notre structure et sur la structure de l'équipe de France. Point final. Et c'est pour ça que j'essaye. Je ne suis pas arrivé, je me suis battu pendant 2 ans pour essayer de faire évoluer les structures, j'y suis pas arrivé. Mais là, je donne un petit peu des directives pour essayer Guy Novès et surtout le rugby français. Je ne parle pas du top 14, le top 14 va très très bien. Mais on ne peut pas demander à des joueurs de jouer 11 mois sur 12 dans chaque sport professionnel de combat. Le hockey sur glace, le football américain, le rugby à 13, le rugby à 15 dans l'hémisphère sud, les joueurs ont entre 3 et 4 mois de pré-saison pour travailler, pour récupérer des coups, parce qu'on est un sport vraiment d'impact. Nous, nos joueurs, ils jouent 11 mois sur 12 et ils ont 4 semaines de vacances. À un moment donné, ça pose problème. Vous l'avez dit, hein. Je trouvais que c'était un peu fort de café, mais vous offrez le programme des Bleus parce que vous avez failli vous êtes essoufflé dans les 2 premières années à tenter des mesures de réforme. Philippe, on a reçu des invités toutes les semaines, 5 ou 6 par jour, 15 par week-end, et on s'est dit, Philippe est un des meilleurs clients, des plus sympathiques. Et pourtant, pendant 2 ans, on s'est dit, il a la tête dans les épaules, il est mal dans sa peau, il n'est pas bien. Vous étiez un top manager en Angleterre, et là je lis dans le bouquin, j'ai fait une erreur de communication, j'aurais dû prendre des cours de média training. Oui. Ça se fait que vous êtes passé à côté de ça? Ben, comment ça se fait? Parce que quand tu es entraîneur d'un club, tu as une conférence de presse par semaine, tu as 20-25 journalistes. Quand tu passes sélectionneur, c'est une autre dimension, tu as 150, 200 personnes. Et puis après, le rôle d'un sélectionneur, quand tu gagnes, c'est facile. Mais quand tu perds, et d'expliquer des défaites, et puis en plus, je ne suis pas acteur, je suis un ancien sportif, donc comme eux, je suis compétiteur. Et je ne peux pas avoir la banane et sourire après avoir perdu un match. Et donc, c'est vrai que quand je perds un match... C'est pas ce qu'on vous demandait. On vous demandait juste d'être peut-être plus expressif et d'être oui, mais plus bon, présent. Plus présent. Je peux vous assurer que j'ai été présent. Mais bon, quand tu perds, j'ai pas envie de sourire et de dire que tout va bien quand on a été mauvais. C'est tout. C'est tout. Mais je suis bien, regardez, je suis heureux d'être là. Non, mais c'est pour ça il faut les laisser parler aussi, on est là pour parler du rugby. Ah, tiens, ça y est, il est mal à l'aise. Ça y est. Je suis heureux d'être là, mais tu t'aperçois que le rôle de sélectionneur, il y a gérer une équipe, gérer un staff, gérer des joueurs, mais maintenant, dans un monde d'image, le match pratiquement avec les médias est aussi important. Et surtout, voilà, pendant 4 ans, il a fallu que j'explique plus de défaites que de victoires. Et donc, à un moment donné... Et est-ce que c'est ça, Stéphanie? Vous connaissez le rugby, vous êtes d'accord? Le Goret, il était joyeux, et on s'est dit pendant un moment, on ne le reconnaît pas. Est-ce que c'est de vous être essoufflé les 2 premières années qui vous a mis un coup sur la tête? Vous vous êtes dit là, de toute façon... Non. La 3e année, vous voulez vous arrêter? Non, c'est après la défaite en Australie, enfin en tournée au mois de juin, où bon, on a 3 tests très très difficiles. Et puis d'un autre côté, après tu te dis, voilà,
Là, les joueurs au mois de juin, ils étaient à 38 matchs. Ils avaient plus envie de prendre les claquettes, le bob et de partir en vacances en Corse sur la plage que d'aller en tournée en Australie aussi. Donc on a relevé la tête. Et c'est aussi la beauté de notre sport. On prend 50 points en Australie au mois de juin. 4 mois après, au mois de novembre, au Stade de France, on gagne l'Australie en faisant un match exceptionnel. C'est aussi toute la beauté du rugby. Et sincèrement, avec l'équipe de France, j'ai pris énormément de plaisir sur les tests de novembre. Parce que les tests de novembre, nos joueurs sont pétillants, sont joyeux, sont en forme. Et après, sur les fins de saison, c'est plus compliqué, mais ce n'est pas des surhommes. Ouais, où ils sont cassés. C'est vrai qu'on avait découvert un nouveau Zizou, Teddy Thomas, puis après... Enfin, lui aussi, il y avait eu une histoire de ketchup et de mayonnaise. Je dis ça, je dis rien. C'est un peu plus deux-dimensionnel, le rugby à 13, Stéphanie. Il y a peut-être un petit peu moins de surprise aussi, d'écart par rapport au jeu. On a moins de surprises, mais à chaque match, les tactiques sont différentes et un match ne se ressemble pas à un autre. On a des équipes différentes face à nous. On a envie de dire, chaque week-end, on redécouvre une équipe, puisque entre chaque week-end ou entre chaque match, on va chaque fois préparer nos matchs différemment selon ce qu'on a vécu le week-end d'avant. Évidemment, on a des blessures qui arrivent et donc du coup, notre entraîneur doit remanier les équipes. Voilà, ça évolue à chaque match. On ne peut pas prédire à l'avance ce qu'on va faire le week-end d'après. On va terminer cette page rugby à 15. Vous vous rappelez que le match France-Italie, on en parle demain, évidemment, avec Christophe Moni, Yann Delegue et Serge Betsen qui sont là pour faire les 6 stations. Je crois que c'est un peu plus de houblon que de jeu dans la neige. 6 stations. Ouais. Voilà, exactement. Il joue sur la neige. Il joue sur neige. Ce que je voulais dire, c'était que le coup d'envoi... Donc là, il y a plus de troisième mi-temps que... Ce que je voulais dire, c'était que le coup d'envoi demain était à 15h25. Parce qu'on a réfléchi qu'avec l'arbitrage vidéo, ça prenait à peu près 70 secondes pour dire try or no try. Donc là, on peut avoir au moins 4 périodes litigieuses pour rattraper le temps perdu. On ne rattrape pas le temps perdu avec Charles Beauvais, il n'est pas loin de nous, pour sa revue de presse. Tiens, il est là. On va se déplacer un petit peu. Hop, faites-moi un peu de Mesdames, place. messieurs. Charles, Ça va? et toi? Pas mal. Bon, Bientôt le ça va. week-end. Du coup, forcément. Bon, on va commencer avec Angel Di Maria qui se confie dans l'équipe ce matin. L'Argentin évoque les ambitions du club de la capitale. Et il est très clair, Paris veut marquer l'histoire. Du coup, dans l'interview, le Classico et la Ligue 1 sont vite évacués, car comme le confirme Di Maria, l'objectif numéro 1 du PSG cette saison, c'est la victoire en Ligue des Champions. Bon, en même temps, avec 24 points d'avance sur leur dauphin en championnat, les Parisiens ont les moyens de se concentrer sur la coupe aux grandes oreilles. L'Europe. Saint-Etienne peut aussi commencer à y penser, car comme le souligne la tribune, les Stéphanois sont remontés à la 5e place hier en s'imposant à Rennes. 8e avant la 24e journée, les Verts n'ont eu besoin que de 3 petits points pour faire un bond au classement. Preuve que derrière le PSG, la bataille pour l'Europe est loin d'être terminée. Et un peu de Ligue 1 également, et on parle du limogeage. Limogeage, je l'ai dit bien, je suis toujours un peu confus avec ce mot. Comme la porcelaine de limogeage. De Robin Hood, c'est ça? C'était Robin Hood, non? Non, pas vraiment. C'est l'entraîneur de Troyes. C'est en une de l'Est éclair avec cette question que tout le monde se pose donc, pourquoi avoir sacrifié Robin en français? Seulement 2 mois après son Parce que arrivée. Batman est mort. Pas sûr. Non. Pas sûr. Vous allez voir, le président troyen Daniel Massoni a justifié sa décision en expliquant en fait qu'il ne cautionnait plus les choix tactiques de son coach. Pourquoi pas? Bon, alors, Philippe, un petit avis là-dessus, c'est quand même incroyable, Il non? faut surtout demander à la présidente, parce que c'est Alors, la présidente. madame la présidente. Donc si jamais elle te sélectionne pas, tu la vires la semaine d'après, c'est Exactement. C'est génial. Bon, pendant ce temps-là, quand même, on va en parler de l'Espagne. Et il paraît que le Barça est encore sur un petit nuage suite à cette victoire 7-0 face à Valence. Oui, la preuve, 2 jours après la démonstration de force, la presse catalane n'est toujours pas redescendue sur terre. Illustration avec El Mundo Deportivo, pour qui le Barça est tout simplement passé à un autre niveau. Encore un autre. Le quotidien barcelonais parle même d'un match parfait des hommes de Luis Enrique. Du coup, après ce 7-0 au match aller, les Blaugrana sont quasiment déjà en finale de la Coupe du Roi. Ils ont donc déjà demandé au Real de bien vouloir mettre le stade Santiago Bernabéu à disposition pour cette finale de la Coupe du Roi. On devrait donc, comme l'an dernier, avoir droit à une nouvelle bataille médiatique entre les 2 géants espagnols, puisque comme l'an passé, les Madrilènes devraient refuser de prêter leur pelouse à leurs meilleurs ennemis. Et en Angleterre, on parle de Oscar, le Brésilien, qui devrait s'envoler pour la Chine. Oui, c'est en une du Sun. Chelsea aurait refusé une offre de 74 millions d'euros pour le Brésilien. Les Blues ont refusé, mais la puissance financière chinoise inquiète, d'autant qu'avant de s'intéresser à Oscar, les clubs chinois ont déjà dépensé 250 millions d'euros en janvier pour s'offrir Ramirez ou Jackson Martinez. Bref, en Angleterre, on a peur de voir les stars de la Première Ligue s'envoler
pour l'Empire du Milieu. Enfin, pour terminer, un mot de rugby. Bon, j'étais un petit peu obligé. Et en Angleterre, le débat fait rage autour du choix d'Eddie Jones de confier le capitanat du 15 de la Rose à Dylan Hartley. Le talonneur britannique est ainsi en une de nombreux tabloïds, donc comme le Daily Telegraph ici. En fait, le problème avec Hartley, c'est son indiscipline. Il a le cœur à vif, Hartley. Disons que c'est un dur, c'est un rude qui a pris beaucoup de cartons rouges. Et donc pour les Anglais, c'est ou tout bon ou tout mauvais. Voilà. Oui, c'est ça. En fait, depuis le début de sa carrière, il a déjà accumulé 1 an de suspension. Pas mal. Joli score. Le talonneur de Northampton c'est un bulldog. Non, c'est qu'il est feignant. Ah non, il n'est pas fait. Non, si, un an de suspension, ça veut dire. Je peux t'assurer qu'à la tâche, il n'est pas fait dehors. Attention, un bulldog mort, pas un goret. Alors en fait, je me suis intéressé quand même à son cas et le problème, c'est peut-être qu'il est né en Nouvelle-Zélande. Parce qu'il sera le premier capitaine anglais de l'histoire à ne pas avoir vu le jour en Grande-Bretagne et ça, pour les Anglais, ça peut mal passer. C'était une revue de presse un peu Express Stories. Un petit peu. Meilleur qu'un médicament pendant une demi-heure. PSA, encore plus excellent tout à l'heure. Mesdames Zach Doudy et Braz et Monsieur Bosco pour du 13. On se retrouve tout de suite.